Nous nous retrouvons avec Frédéric Poidenot, le directeur du CPIE. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'écologie et plutôt de l'écosystème de l'île Sainte-Marguerite. Voilà, les écosystèmes. Les écosystèmes. Parce qu'on va essayer de préciser. Bien sûr. L'île Sainte-Marguerite, une île, il y a le côté terrestre, il y a des écosystèmes terrestres et le côté marin. Et là, on va plutôt regarder le côté marin. Ok. Et avec surtout le côté littoral qui nous entoure toutes les îles de l'Érins, avec notamment la Posidonie. La Posidonie, d'accord. Je vois que vous avez préparé pas mal de choses. Donc ici, on est à la pointe du Dragon. Et il y a une laisse de mer qui rassemble des éléments qui proviennent de la mer. Donc c'est le reflet de ce qu'on va trouver en mer, là, juste devant nous. Derrière nous. Ok. C'est permet de voir la mer sans plonger. C'est bien, voilà. C'est pratique. C'est pas mal aussi, mais c'est vraiment le reflet de la mer. D'accord. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Un morceau de mat de Posidonie. D'accord. C'est un entrelac de racines, de rhizomes, et c'est souple, mais en fait c'est résistant. Oui. Test. Ah oui, en fait, c'est dur. dur. C'est résistant. Oui, oui. C'est résistant, ça dure très longtemps, ça vit. Et ça, c'est un élément protecteur de notre littoral. Okay. Ça va s'accumuler au fil des siècles et des millénaires. Oui. Donc ça va faire une matte très dure qui agrège le sédiment, qui piège le sédiment et du coup qui empêche que tous les sédiments littoraux, notamment des plages, glissent vers le large. D'accord. Alors ça, c'est un des effets protecteurs de la Posidonie. Il y en a d'autres, on va en voir d'autres. Mais rien que celui-ci en est un très fort. Et les sédiments permettent d'accueillir d'autres espèces? Alors les sédiments, c'est ce qui va donner le sable, c'est ce qui va donner du substrat, c'est ce qui va permettre à de nombreuses espèces de vivre. D'accord, ok. Donc ça, c'est la base de la Posidonie. La base. Après, il y a plusieurs bases, cette Posidonie. Après, cette Posidonie, c'est une plante à fleurs marine. De neige pour le montrer bien. Voilà. Une plante à fleurs, c'est-à-dire que, comme toutes les plantes à fleurs, elle va avoir des racines. D'accord. Elle va avoir des tiges. Alors, comme c'est des tiges horizontales et plutôt souterraines, on appelle ça des rhizomes. Des rhizomes, oui. Mais ce sont des tiges, c'est-à-dire des tiges, ça porte les racines. Et de l'autre côté, ça va porter les feuilles et les fleurs. D'accord. Donc, ces feuilles, voilà à quoi elles ressemblent. Ces feuilles vertes, grandes feuilles vertes, grands rubans verts, avec ici des petites marques. Oui, d'où viennent ces marques à votre avis? Des coquillages? Non, non. De la pollution, c'est du plastique? C'est un poisson qui a croqué dedans. Ah, j'ai cru les marques blanches. Voilà. Les trous. D'accord. C'est un poisson, la saupe, qui mange la Posidonie. Donc elle croque dedans et du coup on retrouve la marque les petites de dents. La mâchoire, les petites dents de la mâchoire. C'est un des grands consommateurs de la Posidonie. D'accord. Avec l'oursin aussi, qui donne des marques très différentes. Et alors tu portais attention sur les petits points. Les petits points blancs, oui. Alors les petits points blancs sont très intéressants parce que ce n'est pas de la pollution. Ce sont ce qu'on appelle des épiphytes, c'est des animaux et des végétaux. D'accord. Voilà, on voit bien sûr, celle-ci est très belle. On le montrera à la caméra en macro peut-être. Ouais. Celle-ci est très belle, très colorée. Il y a des couleurs blanches, il y a des couleurs violacées, un petit peu bleues. Ce sont des épiphytes, donc des animaux et des végétaux qui vivent sur la feuille de Posidonie. D'accord. Leur écosystème, c'est une feuille de Posidonie. D'accord. On parle d'écosystème, en voilà un. Et en quoi justement la Posidonie est importante pour notre littoral et pour la faune? Alors pour la faune, on la voit bien, elle a été croquée par la saupe, elle sert de support. Pour les espèces plus grandes, elle va servir de nurserie, de zone d'habitat, de zone de frai, pour se cacher, pour faire des terriers. Donc c'est vraiment des nurseries. Une nurserie pour les alevins. C'est vraiment un écosystème qui construit tout le reste. On parle même d'espèces ingénieurs d'un écosystème tellement, à elle seule, elle va avoir des implications sur bien au-delà de sa simple espèce même. Donc, plus large, en plus, c'est une plante qui produit de la photosynthèse. Donc de l'oxygène. De l'oxygène, ça va oxygéner le milieu marin. Oui. Et comme elle est
un modèle assez simple, c'est un ruban, on voit bien un ruban d'1 centimètre de large, 1 mètre de long à peu près. Que ce modèle-là, eh ben, il est très serré. Sous l'eau, on a énormément de feuilles comme ça. Et au mètre carré, on a une production d'oxygène qui est supérieure à la forêt amazonienne. La forêt amazonienne. Parce que la forêt amazonienne, elle paraît dense parce que c'est volumineux. Mais en fait, quand on calcule la surface développée de toutes les feuilles, bien sûr, de toutes les petites cellules, elle va être plus faible, elle prendre plus de volume, mais plus faible en surface développée. Tandis que là, c'est vraiment le poumon de la Terre. Alors attention, le poumon, c'est une image qui n'est pas très juste. À quoi servent vos poumons? À capter l'oxygène et à rejeter du CO2. Le CO2, oui. Une plante fait quoi? Exactement l'inverse. Oui, c'est ça. Elle prend le CO2, elle le garde. Alors et cette image de poumon de la Méditerranée, elle n'est pas très juste. Elle est très anthropocentrée, c'est-à-dire qu'elle va me permettre de respirer, mais moi avec un gros anthropocentrisme. Donc non, c'est avant tout une plante, une prairie sous-marine, très productive, qui construit un écosystème de grands herbiers. On verra tout à l'heure sur les cartes l'étendue de ces herbiers de Posidonie. Ça sert d'habitat, ça sert de nurserie, ça sert aussi, toutes ces feuilles-là, qui sont dans les vagues, là, elles ralentissent l'effet de la houle. Le simple fait de ce mouvement-là. D'accord. Hein, ça ralentit l'effet de la houle, encore un effet protecteur. Pour cette fois, les hommes. Pour les plages. Pour les plages aussi. Pour les plages. D'abord la nature. D'abord la nature, les hommes après. Donc ça, c'est un autre effet de protection bien sûr. Et de piégeage du sédiment aussi. Parce qu'ils vont rester dans la nappe que vous nous avez montré au début. Voilà, diminution de l'hydrodynamisme, le sédiment tombe, il est moins agité, comme il est lourd, il tombe, et du coup il se piège. Alors, ces feuilles-là, elles ont une durée de vie d'à peu près 9 mois. D'accord. Il y a une plus grosse production, bien sûr, au printemps et à l'été, là où la lumière est très forte. Et puis à l'automne, ça baisse. Et puis à l'automne, les feuilles tombent. Hein. Il y a toujours des feuilles, il y aura toujours des feuilles, mais une grande partie va tomber et va s'accumuler sur la plage et va former cette banquette de Posidonie, cette accumulation de feuilles qui, elles aussi, vont avoir un effet très protecteur de la plage. Là, c'est évidemment que la plage, parce que si je mets un gros tas de feuilles sur la plage et que le sable est en dessous, et quand il y a des tempêtes en hiver, le sable ne bouge pas. Le sable, il ne peut pas bouger, il est coincé. D'accord, oui. Il est coincé, c'est mécanique, c'est tout simple. Alors que si j'enlève la banquette, le sable est à nu, et comme il y a des surcotes, il y a des phénomènes de courant, le sable a tendance à partir vers le large et donc éroder la plage. On a un phénomène d'érosion, diminution du trait de côte, alors que si j'ai ça, au contraire, ça marche. Oui, donc encore un effet protecteur du littoral, surtout sur notre littoral qui est un plateau continental très étroit. Il y a très peu d'apports sableux et donc l'érosion est forte. Ah, oui. Elle est plus forte ici ou par exemple je pense aux falaises d'Étretat? Alors, à la falaise d'Étretat, elles sont très fortes aussi, parce qu'il y a des phénomènes de marée aussi, et on a des falaises actives, et puis on a une roche lacrée qui est très poreuse aussi. Friable. Hein, donc ici on est sur un calcaire dolomitique, on a des falaises actives sur les Saintes-Marguerites, mais beaucoup plus modestes en taille. Les pierres plates, c'est ça? Les pierres plates par exemple, il y a cet endroit-là où on voit bien, il y a des falaises actives. Mais bon, c'est moins spectaculaire que sur Étretat, bien sûr. Mais c'est le même principe. Hein. C'est-à-dire c'est la mer qui va éroder le bas de la falaise. Au bout d'un moment, la falaise est un peu en surplomb, elle tombe. Bien sûr. Hein, c'est le même principe. Ok. Donc une plante à fleurs, je n'ai pas parlé de fleurs. Les fleurs, alors elle ne fleurit pas tous les ans et elle fleurit en automne. D'accord. C'est assez particulier. Ce serait lié à son origine plutôt de l'hémisphère austral, enfin l'hémisphère sud, pas austral, l'hémisphère sud. Où là-bas les saisons sont décalées. Sont décalées et du coup, comme elle aurait remonté au cours des âges géologiques vers le nord, elle aurait gardé son cycle de l'hémisphère sud. D'accord. Parce
que c'est une plante qui a à peu près 100 millions d'années. Hein. Et donc, c'est une plante qui a eu un long chemin géologique et qui se trouve maintenant en Méditerranée et uniquement en Méditerranée. C'est une plante endémique de la Méditerranée. D'accord. Elle va disparaître du côté de Gibraltar, il y a des marées qui vont apparaître. Dès que les marées sont un peu fortes, elle disparaît. Elle ne peut pas tenir, quand d'accord. il y a trop d'eau douce aussi. Ok. Donc aux embouchures des fleuves, elle aime bien être chez elle, dans son eau méditerranéenne, un peu plus salée que l'Atlantique et sans trop de marée. D'accord. Je vais parler d'une autre petite plante. Voilà. Une autre parce qu'il se trouve que j'ai trouvé ce petit brin de plante, donc là échoué sur la plage aussi. C'est une Cimodocée. Ok. Cimodocea nodosa, c'est aussi une phanérogame marine. Mais on voit bien que les rubans, c'est le même modèle un peu, hein, mais les rubans sont beaucoup plus fins. On est quoi sur 4 mm de large et puis 10 cm de longueur. Les rhizomes, les interneux sont beaucoup plus longs, oui. Hein, alors que pour la Posidonie, ils sont très ramassés. Là, la croissance est beaucoup plus linéaire et plus importante. D'accord. Alors que sur la Posidonie, ça me permet de parler de cette croissance de la Posidonie. Là, la croissance est beaucoup plus ramassée vu que les feuilles sont vraiment juste très serrées, ouais. Les unes après les autres, les unes après les autres. Ce fait que cette plante, la Posidonie, a une croissance lente. Voilà. Elle a une croissance plutôt rapide, mais elle va faire peu de volume, alors que la Posidonie va avoir une croissance lente, mais elle va faire beaucoup de volume. Beaucoup de volume. On n'est pas envahi par la Cimodocée, mais la Posidonie elle est plutôt envahissante. Hein, et ça va donner de très beaux herbiers. Donc voilà, ça vaut le coup, hein, c'est une très belle plante aussi. Ces deux plantes sont protégées. Ah voilà, c'est important. On en parlera peut-être plus tard dans la protection de la Posidonie, mais ces deux plantes sont protégées. Toutes les phanérogames marines sont protégées en France, et il y en a d'autres. Hein. Ok. Les phanérogames, c'est des plantes à rhizome, c'est ça? Plantes à fleurs. Plantes à fleurs. Plantes à fleurs marines, plantes à rhizome aussi, ça va bien. Hein. Ce sont des plantes qui sont très différentes des algues. D'accord. Ce sont avant tout des plantes terrestres. On est sur un modèle de plantes terrestres. Adapté qui s'est adapté à le milieu marin. Au milieu marin. De même que les cétacés sont des modèles d'animaux terrestres qui se sont adaptés à la vie marine. Donc ils ont gardé les acquis du terrestre, les poumons, la respiration, les mammifères, donc. Oui, les mamelles et les mamelles pour la reproduction, pour l'allaitement des petits, pardon. Oui. Donc ils ont gardé tous ces atouts et elles se sont adaptées au milieu marin. Au milieu marin. Elle, c'est pareil, elle a gardé la robustesse, le fait d'avoir ça, c'est que des plantes terrestres qui savent faire ça. Bien sûr. Les algues, elles n'ont pas ces tissus de cellulose et de lignine qui font la rigidité, qui font le bois. Ça n'a pas été inventé encore pour les algues. Il faudra encore attendre 100 millions d'années. Les algues, elles n'en ont pas besoin, elles sont sous l'eau, elles ont des tissus rigides, hein, parce qu'il y a des algues, peut-être pas trop en Méditerranée, mais en Atlantique, il peut y avoir des algues très solides. Mais en tout cas, elles ont d'autres modèles de solidité. D'accord. Hein. Elles n'ont pas à vaincre la pesanteur. Ben oui. Donc elles ont besoin de vaincre l'agitation, la houle. Ouais. Donc elles sont solides pour ça, mais elles n'ont pas à vaincre la pesanteur. Et pour vaincre la pesanteur, il a fallu que les plantes terrestres inventent la lignine et la cellulose. D'accord. Ok. Voilà pour un premier tour. Un petit dernier truc, je m'arrête plus. Allez, un dernier, non, on y va. Plus, mais je peux pas. Ah oui, les boules, je m'en souviens. Voilà, donc ça m'appelle ça des pelotes de Des pelotes de Posidonie. Voilà, ça a même un nom latin, Aegagropyle. Voilà. Voilà. Alors ces pelotes, l'origine de ces pelotes, c'est que toutes ces fibres-là qu'on a sur les écailles d'un rhizome de Posidonie, quand elles se désagrègent, et ben, du coup, toutes ces fibres se retrouvent dans l'eau. Ouais. Et comme la Posidonie est une plante qui produit beaucoup, bien sûr, hein, une très forte production, toutes ces feuilles-là, toutes ces fibres-là vont, avec le va-et-vient de la houle, une petite houle comme ça, hein, ça suffit, elles vont s'agréger
elles vont faire une mini petite boule, elles vont s'agréger, et petit à petit grossir. Et ça, c'est la première étape. Ah, ok. Donc au départ, c'est assez lâche. Ouais. Après, il va y avoir une deuxième étape, c'est celle de la balle qui rebondit et qui compacte, parce que celle-ci est dure en fait. Oui. Hein. Elle compacte à force de rebondissement. Au fond de l'eau? Elle fond de l'eau. Ok. Avec la houle, ça tape, et donc ça compacte le cortex, la croûte extérieure, qui est toujours de fibre, elle va être plus compactée. Et la dernière étape, c'est quand on les trouve toutes plates, c'est qu'il y a un homme qui a marché dessus. Voilà. D'accord. Et ça, c'est le résultat final de la Posidonie. Au bout de non, sa c'est vie. un des résultats. Un des résultats. Oui, parce qu'après, elle peut s'agglomérer, comme on a dit. Voilà, la mat est aussi une production très intéressante. Bien sûr. Et on a un exemple juste derrière nous, juste au niveau du bataiguier, avec une mat qui monte, très épaisse. Au bout d'un moment, les feuilles touchent l'eau, elles ne peuvent plus tellement monter. On appelle ça un herbier récif. Ah, d'accord. Un herbier récif, c'est-à-dire que les feuilles touchent l'eau. Ça fait une barrière dans le sens que les vagues vont casser sur la barrière. Et puis derrière, il y aura moins d'hydrodynamisme. On aura ce qu'on appelle un lagon. Un lagon. Comme un récif corallien, il y a une barre corallienne très dure qui casse la houle large. Et puis à l'intérieur, une zone plus paisible, c'est le lagon. D'accord. C'est le seul lagon de Sainte-Marguerite, il est là-bas. Il n'est pas entre les îles. Ce n'est pas la couleur turquoise qui fait le lagon. C'est important. C'est ça, c'est l'organisation, la structure géologique, biologique qui fait que ça c'est un lagon et pas là. Il y a souvent une confusion là-dessus. Ben, au moins elle est éclaircie. Voilà. Si on se déplaçait un petit peu et qu'on allait voir les dangers de l'écosystème et de la Posidonie pour protéger tout ça. C'est parti. Donc là, on se retrouve, Frédéric, pour parler plutôt de la protection de tous ces écosystèmes dont vous nous avez parlé. Et vous nous avez apporté une carte. Oui, alors j'ai apporté la carte des îles de l'Érins. D'accord. Sur laquelle sont cartographiés les écosystèmes marins. Alors, sur la partie terrestre, on a la photographie aérienne, on voit bien le fort, l'étang, la forêt. Et puis sur la partie marine, on a ces grandes surfaces vertes. C'est tout l'herbier de Posidonie qui est cartographié sur cette carte. Donc on voit bien que ça fait une prairie qui est quand même très très vaste. Bien sûr. Hein. Si on compare la superficie de l'île Sainte-Marguerite avec la superficie de l'herbier, l'herbier gagne. Bien sûr. C'est l'herbier qui gagne. Bien sûr. Donc ça montre bien que c'est une place très, très importante dans l'écosystème. Donc ça va en gros de la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur, parce qu'en dessous, la lumière n'est plus suffisante. Hein. La lumière du soleil diminue avec la profondeur. Passer une certaine lumière, une limite, une certaine profondeur, il n'y a plus assez de lumière. D'accord. Donc ici, on est sur un maximum 30 mètres de profondeur. Ce qui est déjà pas mal. En Corse, où les eaux sont plus claires, ça peut aller jusqu'à 40 mètres. En Grèce, même jusqu'à 45 mètres. Il faut vraiment que les eaux soient très claires pour la Posidonie. D'accord. Ouais. Vraiment directement lié à la clarté de l'eau. Alors, sur cet herbier, on va voir un certain nombre de marques. On va parler un peu de dégradation. Alors, on a des marques qui sont ici, très linéaires. On les voit, bien sûr. Hein, entre la pointe de la Croisette et l'île Sainte-Marguerite. Ça, ce sont les tranchées qui sont faites pour le passage des eaux usées, de l'eau douce, du téléphone, de l'électricité. D'accord. Hein, donc tout ça doit passer quelque part. Et ici, on voit bien que ça fait des marques dans l'herbier. On en a une autre marque qui est assez grande là, qui relie Sainte-Marguerite à Saint-Honorat. Et cette marque-là, c'est un câble électrique qui a été mis par EDF en 1992. Et à cette époque, l'herbier a été volontairement détruit pour poser le câble. Alors ça ne se ferait plus maintenant. Oui, hein, je me doute. Mais cette marque-là est une des plus grandes dégradations qui ont été faites en termes de superficie. On voit bien que ça fait une belle enclave. Est-ce que le mouillage des bateaux y est pour quelque chose dans ces marques que l'on voit?
Alors, dans ces marques que l'on voit là, notamment cette grande tache jaune, c'est le sable, hein, oui. Une grande dune sous-marine. Il y en a une autre ici aussi. Hein, des grandes zones sableuses dans lesquelles il n'y a pas du tout de Posidonie. Et il n'y en a jamais eu en fait. Ah voilà, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu parce que ce sont des dunes sableuses, c'est-à-dire que ce chenal-là, il est soumis au Mistral qui va rentrer, le vent de l'ouest qui va rentrer par là. Et puis quand il fait mauvais, qu'il y a le vent d'est, et ben à ce moment-là, il y a le sable qui est rechassé. Donc au bout d'un moment, le sable il se balade et il a trouvé une petite dune, une zone d'équilibre dans laquelle le sable bouge tout le temps, ce qui fait que la Posidonie ne peut pas s'implanter vu que le sable bouge tout le temps. Hein. Mais en même temps, le contour de la tache, on le connaît à peu près similaire depuis 1924. C'est la plus ancienne photographie aérienne qu'on a du site. Donc ça fait 100 ans, bientôt, hein, dans 3 ans, ça fera une centaine d'années, oui. que cette tache existe dans cette même configuration. Donc c'est vraiment plutôt de la dune sous-marine. D'accord. Qui trouve équilibrée, donc ça ne sert à rien de chercher de l'herbier là-dedans, ni à vouloir en planter. C'est normal qu'il n'y en ait pas. On a d'autres, ici on a plein de taches qui sont alignées. Elles sont toutes alignées et ça, c'est les courants. D'accord. Il y a une accélération des courants le long de ce passage-là. Pardon. Et du coup, ça fait une érosion de la Posidonie, toute naturelle, hein, mais qui est très très bien marquée là-dessus. Alors, le problème de l'ancrage. Oui. L'ancrage des navires, bien sûr, c'est pas neutre. Hein. Il y a énormément de navires qui viennent mouiller sur cette zone-là. L'année dernière, le 30 juillet 2020, on a fait un comptage de navires. Donc il y avait une équipe qui comptait tout ce qui passait par là et il y avait une autre équipe qui comptait tout ce qui s'est passé par là. Et on a compté 1200 navires qui sont rentrés et sortis au cours d'une journée de 8 h du matin à 8 h du soir. C'est énorme. Donc c'est un lieu de très forte densité de mouillage. À chaque fois qu'on met son ancre, le mieux c'est de la mettre dans le sable, mais la tache de sable elle n'est pas immense, plus immense. Au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc plus de place va dire forcément mouiller dans l'herbier de Posidonie. Donc c'est pas sans impact, c'est évident. Petit bateau, petite ancre, petit impact. Et en surface, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière et la Posidonie va pouvoir cicatriser ça assez rapidement. Gros bateau, grosse ancre et mouillé profond, notamment dans les entrées là. Où là l'impact est beaucoup plus gros. L'impact est énorme, grosse ancre, grosse trace. Dans une zone où la Posidonie est en limite. Et oui, parce que c'est plus profond. D'accord. Exactement. Et elle grandit doucement. Donc tout ça, ça fait que... Et ça fait une marque instantanée et puis une centaine d'années, voire plus, pour cicatriser tout ça. Donc les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc ces zones-là sont dégradées, ces zones-là sont dégradées par des grosses ancres. Par l'ancrage. Par l'ancrage. Alors, en 2019, le préfet maritime a pris un arrêté pour rappeler que la Posidonie est une espèce protégée et pour préciser l'interdiction du mouillage des navires de plus de 24 mètres dans l'herbier de Posidonie. Et ça a été traduit en 2020 par un arrêté départemental qui précise un petit peu les zones sur lesquelles les navires de plus de 24 mètres n'auront plus le droit de mouiller. D'accord. Et en gros, c'est la ligne des 30 mètres, c'est la limite inférieure de l'herbier de Posidonie qui est en gros sur les 30 mètres de profondeur. Okay. Alors certaines zones comme la plage de la baie de la Croisette, c'est tellement une activité liée à l'économie du festival, de la Croisette. C'est une zone déjà très dégradée. Donc là, c'est un peu des zones un peu sacrifiées. Par contre, tous les autres, non.
Et vous regarderez, vous qui êtes souvent sur les îles, en fait les gros bateaux, ils se sont écartés des îles. Donc soit ils sont sur des fonds plus profonds. Parce qu'ils ont peur de prendre l'amende. Eh bien oui, il vaut mieux pas. Soit ils sont sur cette zone-là, ils se sont écartés des îles. C'est vrai, près de la Fourmigue. On remarque que la Fourmigue c'est plus loin. C'est plus loin. Oui, mais mouillage du porté, voilà, les gros navires, donc plus de 24 mètres. Hein. Alors en dessous de 24 mètres, ça arrive déjà un beau navire quand même aussi. Bien sûr. Mais là, du coup, ils peuvent rentrer. D'accord. Alors l'action que le CPIE mène par rapport à cette plaisance, c'est la campagne Éco-Gestes Méditerranée. Ok. Alors c'est une campagne de sensibilisation des plaisanciers qui existe depuis 2002, donc bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. C'est une campagne qui se fait tout du long de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc de la Camargue à Menton. Et le CPIE est chargé de faire les actions autour des îles de Érins. De prévention. De prévention. Donc on rencontre les plaisanciers en kayak. D'accord. On prend les kayaks à la base nautique du Bataiguier. On fait le tour, on va rencontrer les plaisanciers en kayak et on échange avec eux autour d'un protocole qui est très très bien fait, basé sur la communication engageante, c'est qu'on regarde un petit peu quelles sont les actions qui sont faites ou non par le plaisancier. Parmi celles qui sont faites, c'est valorisant. Une reconnaissance comme quoi le plaisancier fait des choses et que c'est possible et que c'est encourageant et qu'il faut l'encourager. Il faut continuer, bien sûr. Parmi les choses qui ne sont pas faites, un certain nombre, on n'est pas concerné. On ne fait pas tous de la pêche, on a tous un peu des choses différentes. Puis si on est concerné et qu'on ne le fait pas, là on demande aux plaisanciers de s'engager à changer cette pratique. On demande un engagement qui soit réaliste, on ne demande pas à sauver la Méditerranée. On demande quelque chose de concret, réalisable, réaliste, pour que le plaisancier le traduise en action réelle. D'accord, ce qui est important. Voilà. Et donc ça marche très très bien. Et de plus, le CPIE a la mission de la coordination régionale de cette campagne-là. Donc en plus de s'occuper de nos îles, on s'occupe de produire tous les supports de communication pour la région, fédérer les acteurs, trouver les financements. Et cette campagne est maintenant à l'échelle de la façade Méditerranée. Donc il y a le CPIE Bassanto qui coordonne la partie en Occitanie et le CPIE de Bastia qui coordonne la partie Corse. Et donc on voit bien que ça prend de l'ampleur. Hein. Tant mieux, c'est important. Une très très belle campagne. Et personnellement, en plus, je suis chargé de l'analyse des données de tout ce qui a été collecté comme information à l'échelle de la façade. Donc ça doit être un gros travail. Intéressant, très intéressant. Et justement, on parlait des activités nautiques qui génèrent aussi une certaine pollution. Bien sûr. Je crois que vous avez apporté quelques... J'en ai quelques échantillons, effectivement, trouvés ce matin. Donc voilà, une très très belle casquette qui a dû s'envoler, tout simplement, mais qui va devenir si je ne l'avais pas ramassé, qui devient des déchets, macro-déchets, micro-déchets. Ce qui sont les plus dangereux. Les plus dangereux. J'ai trouvé un beau parbattage aussi, tout fait, tout propre. D'accord. J'ai pas de bateau, mais bon, je vais me servir comme flotteur. Ça va aller alimenter la collection d'objets trouvés en mer pour le CPIE pour sensibiliser. C'est important. Oui, c'est important et sensibiliser surtout par thématique. Donc il y a fumée, il y a le pique-nique, il y a la plaisance, il y a la pêche de loisirs. Chaque activité a ses propres produits de dégradation. Un pêcheur de loisirs, c'est des hameçons, c'est des lignes de pêche, c'est du plomb. Du nylon, c'est du plomb, beaucoup de plomb. Donc c'est des produits très particuliers. Et très dangereux. Le pique-nique, c'est autre chose. On sait faire maintenant des pique-niques zéro déchet, donc ça il faut vraiment l'inciter et le promouvoir. Bien sûr. Pêcher sans plomb, là il n'y a pas beaucoup d'alternatives encore. En tout cas, les pêcheurs et les ingénieurs ne se sont pas encore complètement emparés du sujet. Ça va venir. Il faut que les gens prennent conscience du problème,
s'empare du sujet et trouve des solutions. Et c'est toujours un ensemble de solutions. Un ensemble. Un ensemble, parce qu'il faut être ingénieur en matériaux de pêche pour fabriquer du matériau de pêche. C'est pas, moi, je suis incapable de faire ça. Moi non plus. Hein, voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut repenser. Hein, repenser. D'accord. Une casquette, voilà, bah, c'est du nylon, c'est du plastique. Voilà. Je sais. 100%, Protégé. 100% coton, mais ça, non, c'est pas du coton. Ça, c'est pas du coton. Voilà. Donc du coup, le maître mot, c'est sensibiliser, protéger. Protéger, sensibiliser, accompagner. Et accompagner, c'est très important. Accompagner, à trouver des solutions et à changer de pratique. Et débattre aussi. Débattre. Cette notion de débattre, c'est-à-dire trouver du sens. L'action, il faut qu'elle ait du sens. Le sens, il vient avec le débat, la prise de conscience. Et du coup, après, on peut agir. C'est un ensemble, et des fois, c'est l'action qui vient avant le débat. Il n'y a pas de bon ordre, en fait. Hein. Des fois, c'est bon, je le fais parce qu'il faut le faire, ou on m'a dit de le faire, ou la loi m'a dit de le faire. C'est une manière d'agir. Des fois, il faut plutôt passer par un processus cognitif. Bien sûr. Puis des fois non, c'est la diversité des approches qui va être intéressante. Donc là, aujourd'hui, là, on parle sur une carte, mais des fois, ça va être une classe découverte, des fois, ça va être en kayak à rencontrer, des fois, ça va être sur un stand, ça va être sur plein d'endroits différents. Ça me permet peut-être de parler de l'opération que nous menons cet été. Donc on a fait une opération de sensibilisation avec Smilo. Smilo, c'est une association qui fédère des actions de protection pour les îles durables, donc à l'échelle de la planète. Et donc sur des fonds féantes, le CPIE et Smilo mènent une opération de sensibilisation. Donc tous les jeudis, on est à l'embarcadère, là où vous avez pris le bateau ce matin, on met un stand le jeudi pour sensibiliser les gens qui vont prendre le bateau. Un des messages simples, c'est ramenez vos déchets à terre, chez vous. Vous partez avec votre pique-nique, bah, ramenez les produits de votre pique-nique sur le continent chez vous. C'est pas difficile comme effort. Là, ça fait 2 fois qu'on voit le camion qui passe, hein, le camion poubelle. Donc là, c'est quand même la collectivité qui doit... Alors, des camions poubelles, il y en a un peu partout. Ça, à la rigueur, c'est normal. Le problème d'une île, il faut ramener les déchets sur le continent. Donc le camion benne, il doit monter sur un bateau, traverser, descendre et repartir sur un bateau. Le coût d'une traversée, c'est 450 €. C'est énorme pour la collectivité. Alors que la majorité des déchets simples, pique-nique, ça ne me coûte rien de le ramener. Vous voyez, c'est des petites actions. Une petite action individuelle qui aide l'action collective. D'accord. On a besoin d'action collective. Et donc c'est ce que vous faites tous les jeudis? Tous les jeudis, voilà. Une autre action que l'on mène, c'est au niveau du musée sous-marin, le nouveau musée sous-marin qui est ici. Et là, on y est 2 fois par semaine à peu près. Et là, on sensibilise du coup les gens qui viennent voir ce musée sous-marin à la protection, de ce que j'ai raconté un peu avec vous, hein, la protection avec cette carte, avec la Posidonie, avec tout ce besoin de protection, de prendre conscience, de prendre connaissance de la présence de ces plantes, de cet écosystème sous-marin. Mais cette carte en dit beaucoup d'ailleurs. Oui. Et on intervient aussi en kayak avec des outils très spécifiques pour rencontrer les plaisanciers sur des thèmes qui sont intéressants, qu'on a développés cette année, l'environnement sonore. Ah oui, puisque très intéressant ça. Hein, ça doit déranger, je suppose, les dauphins ou les... Exactement, énormément de bruit, font fuir les cétacés, font fuir le poisson. Le poisson aussi, d'accord. C'est un projet qui d'accord. est mené avec la prud'homie de pêche et qui vraiment, pour lui, c'est une zone, ben non, il ne pourra jamais pêcher l'été là, il n'y a plus de poissons pour lui. C'est impossible, quoi, c'est impossible. Hein. Alors qu'on est sur sa juridiction d'un point de vue prud'homie de pêche. D'accord. On a l'environnement sonore, la navigation, respecter les règles de navigation, les pavillons alpha par exemple. Hein. Il y a quelqu'un qui plonge, ben, ne passez pas à côté. Il y a une règle, suivez la règle.
Les filets de pêche, eh ben, ne foncez pas dessus, ne vous accrochez pas sur un filet de pêcheur professionnel. C'est déjà arrivé, avec des dégradations très importantes. Donc la navigation, la posidonie sur le côté ancrage dans l'herbier, les déchets, la biodiversité, la pêche de loisir. D'accord. Donc plein de thématiques. Et suivant la personne, suivant son centre d'intérêt, ben, on va développer plutôt tel sujet ou plutôt un autre. En fonction de ses activités. En fonction de ses activités. Du coup, ça nous permet d'avoir quelques messages forts, un peu génériques, notamment sur les déchets qui concernent tout le monde. Et puis après, des messages plus adaptés à la personne, à son centre d'intérêt, sa curiosité. Mais tout ça, c'est des médias pour nous. Une fois que la personne s'est engagée à faire un geste, on sait que globalement, elle a pris conscience et en l'accompagnant à faire au moins un geste, on l'accompagne à faire beaucoup plus de gestes. Parce qu'on la met dans une démarche de vouloir transformer les choses. C'est surtout ça que l'on cherche. Ok. À présent, et si on allait voir un peu la faune et la flore de la Méditerranée? Et du coup, on irait au fort. Avec plaisir. Allez, on vous va suit. Voir le Méditerranoscope. Alors Frédéric, où sommes-nous à présent? Eh bien, bienvenue sur le fort de l'île Sainte-Marguerite. Et au sein du fort de l'île Sainte-Marguerite, il y a le Méditerranoscope. D'accord. Ça me donne l'occasion de parler un petit peu plus de notre association, du CPIE. Donc CPIE, ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est un label national qui est attribué à 77 associations en France. Donc chaque association est indépendante, a son propre projet. Et c'est ce projet qui est labellisé. Donc nous sommes le CPIE des îles de l'Érins, CPI d'Ezur, donc c'est notre territoire d'accroche, notre territoire d'action sur lequel on essaye de développer avec la population et l'environnement des projets qui peuvent être extrêmement multiples et variés. Sur le fort de l'île Sainte-Marguerite, on travaille beaucoup avec la jeunesse, avec les classes de découverte. En automne et au printemps, le fort accueille 6 classes par semaine. Donc les enfants sont hébergés, ils vont faire de la voile. Et puis avec le CPIE, ils regardent la biologie, l'écologie, l'environnement marin, notamment avec ce média que nous allons voir, le Méditerranoscope. Donc on développe beaucoup de projets autour de la mer, parce que l'île de l'Érins, forcément, notre point d'accroche, c'est les îles de l'Érins. Donc il faut montrer la mer, mais il faut travailler à terre, parce que les problèmes viennent beaucoup plus de la terre que de la mer. Et donc il faut parler déchets, il faut parler énergie, il faut risque majeur, risque d'inondation, enfin voilà, il faut brasser un peu tous les sujets de l'environnement, ou en tout cas un grand nombre. Bien sûr. Dans l'objectif de protéger le milieu marin. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec tous nos projets et cette salle. Et on peut retrouver vous avez une page, alors on a un site internet, une page Facebook, donc cpieazur.fr. Le lien est dans la description. Voilà, très facile à trouver. Et puis vous explorerez comme ça notre page Facebook du Méditerranoscope, du CPIE, de la campagne Ecogeste, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait, plein d'actualités. Et si on allait explorer du coup le Méditerranoscope? Alors je vous propose de rentrer pour voir ce média très particulier qui est le Méditerranoscope. Alors, allons-y. Alors, nous sommes devant un aquarium. Voilà. Les petits fonds rocheux. Eh bien, on va parler de ces aquariums. Alors, allons-y. un petit pourquoi ces aquariums? Oui, bien sûr. Un petit peu pourquoi. Alors, ce projet, il est né déjà dans les années 50. Il y avait déjà des projets d'aquarium dans le fort Sainte-Marguerite, en se disant, mais c'est quand même intéressant que le public porte un regard sur la faune et la flore qui entourent les îles de l'Érins. Alors, pour voir cette faune et cette flore, on peut y aller par nos propres moyens. On peut aller en plongée sous-marine avec un scaphandre, ou en plein masturba, ou simplement en nageant avec sa famille. Et ce sont des lieux qui sont des moments qui sont souvent chargés de beaucoup d'émotions.
On enregistre beaucoup de choses. Quand on voit la faune. Quand on voit la faune, ou quand on la devine, ou même quand on nous montre quelque chose, c'est pas toujours facile à voir. Le milieu marin est un milieu agressif. Hein, il faut respirer, il faut flotter, il ne faut pas avoir froid, il ne faut pas faire gaffe aux vagues. Tout cet environnement mobilise toutes nos émotions. Ici, je suis au bord de mer et je dis mais il faut parler voiture, il faut parler consommation. Je suis à côté en fait. Bien sûr. C'est pas le bon moment. Dans cette salle, je suis habillé. J'ai mes lunettes, je sais lire, je sais réfléchir. Vous êtes au sec? Je suis au sec. J'ai plus de problème de sécurité, de respiration, de protection. J'ai un média qui symbolise la mer. C'est ces aquariums, c'est ce vivant, c'est du réel. C'est quelque chose d'important, le réel. C'est pas une vidéo, c'est une interaction. Ce poisson interagit avec moi. Je peux les voir bouger, je peux me questionner, je peux réfléchir. Et du coup, naturellement, il faut protéger cette mer. Il faut protéger ce que se représente le contenu de cet aquarium. Et on arrivera à la question qui suivra derrière. Que faites-vous pour protéger ça? Bien sûr. Dans ce que faites-vous, on va pouvoir parler voiture, déchets, consommation. Ça viendra tout naturellement. Donc pour ces aquariums, sont avant tout un média qui vont nous permettre cet accompagnement vers un changement de pratique, vers une action. Cette sensibilisation concrète, aussi. cette sensibilisation, cet accompagnement de l'individu dans sa réalité. C'est tout ce cheminement-là qu'on va pouvoir faire grâce à ces aquariums. D'accord. Et donc là, pour parler de cet aquarium. Ici, petit fond rocheux, c'est quand vous êtes sur les petits fonds rocheux qui entourent les îles. On a beaucoup d'anémones. Oui. Alors, anémone, c'est intéressant. Le mot anémone, c'est nom de fleur. L'anémone, en mer, c'est un animal. Parce que les hommes ont du mal à nommer les choses en mer. Notre vocabulaire est assez pauvre. Donc, on a une tomate de mer. Oui, c'est vrai. Un concombre de mer. On a Je une sais pas s'il y en a un concombre de ici. mer. On a un petit concombre de mer juste derrière ce caillou-là. Donc, on a tout un vocabulaire terrien qui se transpose à la mer, mais qui est finalement toujours un peu à côté, vu Bien que sûr. Une anémone, c'est un animal, un cnidaire, un animal, celle-ci, qui est intéressante parce que elle est un peu végétale. Oui. Elle a un peu de vert, mais ce vert, ce sont des algues unicellulaires, ce sont des zooxanthelles qui sont symbiotiques dans le tissu de l'anémone. C'est comme les coraux, c'est pareil. D'accord. Même phénomène, parce que c'est la même famille, des cnidaires. Et elle pousse sur l'anémone. Et à l'intérieur des tissus de l'anémone, il y a ces zooxanthelles qui vont faire de la photosynthèse, donc elle va devenir verte. D'accord. Et ça va, c'est une vraie symbiose, de protection, de support, de production de sucre et à la fois de protection. Et l'anémone, du coup, elle devient appétissante et pour se défendre, elle va développer une pointe violette. Cette petite pointe violette, c'est des cnidocystes, donc c'est des petites cellules avec du produit urticant. Et donc ces anémones deviennent urticantes. D'accord, oui. C'est un moyen de protection. C'est pas pour embêter les hommes, encore une fois, pas d'anthropomorphisme, au contraire, c'est un moyen de protection, c'est une symbiose. Bien sûr. Tout à fait intéressante. Il y a même d'autres symbioses qui se font avec l'anémone. Certains, Bernard L'Hermite, Bernard L'Hermite prennent une anémone, la mettent sur le coquillage qui les abrite. Quand il grandit, il faut qu'il change de coquillage, il prend l'anémone, il la remet dessus. C'est fou. C'est tout à fait ça. Ça sert de zone d'abri comme c'est urticant. Beaucoup de larves d'alevins viennent en nuage autour de l'anémone. Ne se font pas prendre par pour se protéger. Il y en a un qui doit passer Bien sûr. dedans. Mais globalement, c'est un espace protégé pour les alevins. Donc c'est finalement des animaux extrêmement utiles, protecteurs, qui favorisent la biodiversité de multiples formes. Bien sûr. Et on voit bien avec cet simple exemple que la biodiversité, c'est tout un ensemble. C'est pas une espèce qui des prédace interactions. un autre, c'est toujours des interactions.
complexes, qui s'enrichissent, qui se défont, qui se refont. Et ça, c'est une réalité qu'il faut faire partager. Hein. C'est un modèle pour notre société qu'il faut prendre aussi. Et donc là, ces aquariums servent aussi à la prévention des petits et des grands. Des petits et des grands. Bien sûr. Cet espace de débat, on peut l'avoir petits et grands. Observer un poisson sous la mer, c'est très difficile. Il nage vite, il faut être assez aguerri. Oui. Alors maintenant, on peut prendre des photos, mais c'est l'appareil photo qui prend l'image, ce n'est pas votre cerveau qui prend l'image. Reconnaître un poisson sous l'eau, c'est pas facile. Il faut de l'expérience, il faut de l'entraînement. Là, au moins, le poisson, je peux le regarder, je peux le dessiner, je suis au sec. Oui. Ça sert aussi de média de découverte, simplement, de ces espèces-là. Hein, voilà, un cerf chevrette. Donc, ça permet, je peux vraiment voir comment il nage, comment il est, ces petits points, beaucoup mieux que si j'étais sous l'eau. D'accord. Et donc, ceci représente un peu ce que l'on trouve en Méditerranée. C'est ça. C'est un petit exemple, bien entendu. Bien sûr. Le réel va être beaucoup plus riche. Et plus vaste. Beaucoup plus vaste. Ouais. Mais c'est suffisant pour ce point de départ, ce déclic. Hein, pour inciter la curiosité. Bien sûr. Cet espace-là aussi, il a été conçu comme un sentier d'interprétation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est la protection du milieu. Mais il y a un point très important, c'est le visiteur et son vécu. Quand il vient ici, il arrive avec son vécu. Il cherche des points de repère dans son vécu. Ah, mais ça, je l'ai vu au bord de mer. Ah, mais ça, je ne l'ai pas vu. Ah, mais ça, oui. Et ça me rappelle mon grand-père. Tous ces moments-là sont très importants parce que ça permet un ancrage du sujet dans la personne. Et du coup, on peut aller plus loin. On peut rajouter des ingrédients de plus parce que, au départ, c'est bien ancré, c'est bien réceptif. Et nous avons été à l'écoute aussi de cette expression-là. Et c'est une forme de reconnaissance, comme quoi la personne a un vécu, long ou lourd, qu'importe, la longueur du vécu. Ce qui est important, c'est que ça ressorte. Par rapport à ce que vous présentez. Par rapport à la mer, par rapport à son vécu, sa sensibilité ou sa non-sensibilité. Ça peut être très varié suivant les personnes. D'accord. C'est un bon espace de dialogue et de débat. C'est un bon espace de débat. Bien sûr. Donc, nous avons 4 aquariums. Un aquarium qui représente l'herbe de Posidonie, les petits fonds rocheux, les fonds rocheux plus importants de grottes sous-marines. Et le dernier, c'est les fonds sableux et la pleine eau. Hein, d'accord. Donc, 2 écosystèmes en un. Du coup, on parlait des différents aquariums et cet espace est… C'est l'espace où on essaie d'accompagner le public dans cette transformation de l'intention à l'action. Au quotidien. Donc c'est un dispositif de communication engageante et ça se présente sous la forme de cartes à jouer. D'accord. Dans lequel il y a un certain nombre de gestes qu'on a identifiés. Et je vous propose de jouer avec moi. Allez, on y va. Donc, premier constat, c'est qu'il y a on a… des cartes qui sont déjà réalisées. Et tout le monde a déjà des cartes. C'est ça qui permet… Je n'ai jamais vu personne n'avoir aucune carte réalisée. Tout le monde fait déjà quelque chose. Des efforts, et c'est un moment important du coup de reconnaissance, d'encouragement. C'est souvent se traduit par des sourires, par des soulagements, c'est ce moment de reconnaissance est important parce qu'il permet le petit plus qu'on va demander après. C'est ça. Ensuite, parmi les cartes qui n'en sont pas faites, il y en a, non, c'est je mange au resto universitaire, on n'est pas tous les mêmes vies. On n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'est pas tous le même âge, avec des enfants, avec un travail loin, un travail qui oblige la voiture. Enfin, on a plein de différences. Par contre, on peut trouver dans des gestes qui ne sont pas réalisés, des gestes sur lesquels on peut s'engager. Ah, mais ça, peut-être que je ne savais pas, peut-être que je pourrais le faire. Alors, dans ces gestes-là, est-ce qu'il y a un geste sur lequel vous pourriez vous engager? Le dégivrage, c'est sûr que je peux le faire. Voilà. Les fichiers, il y en a trop. Le téléphone ou le téléphone portable, mais le vrai que je peux faire, c'est celui-là. Voilà.
Et ce qui est important, c'est que ça soit un geste réaliste, réalisable. Oui, plutôt que faire une intention pour de limiter mon l'intention. numérique. Alors vous êtes dans un métier de numérique et finalement c'est un peu mission impossible. Et Bien du coup, sûr. au mieux un geste bien marqué. Alors ces petits gestes, on va les marquer. Alors là, il y en a 6, donc vous allez prendre 6 grains de sable et vous allez les mettre dans les éprouvettes jaunes. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, parfait, 6. Voilà. Dans l'éprouvettes jaune, énergie. Et voilà, énergie. C'est très ludique. Voilà. Et vous avez pris un grain pour un engagement. Vous avez pris un engagement. Un petit. Alors, d'accord. C'est vraiment. Cette petite partie, elle est très symbolique. Oui, bien Elle sûr. montre bien que les gestes, plus il y aura des grains jaunes, plus il y aura des gestes qui sont faits. Mais on voit bien que ce sont des gestes individuels, ce n'est pas une masse. Et chacun doit faire l'effort de faire. Donc chaque grain a beaucoup de valeur. Bien sûr. Mais plus j'aurai une montagne de grains jaunes, mieux ce sera. Oui. Hein? Mais en même temps, il y a des engagements. Les engagements, il y en a moins, bien sûr, parce qu'on demande des engagements C'est normal. réalistes. Ouais. On Et demande c'est pas... mieux ça que l'inverse, Exactement. je pense. Et puis on ne demande pas de Ouais. tout changer. On change de bien réfléchir à certains changements qu'on peut opérer. Bien sûr. Hein? Et donc, voilà, c'est une marque publique de l'engagement et de reconnaissance de tout ce que vous faites. Et c'est vraiment très très bien. Puisqu'on est dans la prévention, comme on a dit, dans la sensibilisation et aussi dans l'accompagnement. Exactement. Et là, on retrouve l'ensemble de ce qu'on a parlé tout au long de cette rencontre. Et je trouve ça vraiment très très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier Eh ben, merci à vous, Gilles. pour cette très belle rencontre. Comme on l'a dit, le lien du CPIE sera dans la description et le lien aussi des activités, des quiz. Tout à fait. Alors, dans le cadre de cette campagne de grande sensibilisation que nous menons cet été, on a enrichi ce dispositif de communication engageante avec des quiz. Et ces thèmes font un peu écho. Et ces quiz permettent de prolonger l'action, de le faire chez soi ou dans d'autres moments. Donc il y a 6 quiz qui ont été conçus par une volontaire civique du CPIE. D'accord. Donc on a un thème sur la Posidonie, les déchets en mer, l'environnement sonore, la biodiversité, la pêche de loisirs et la navigation. Et voilà, vous avez des QR codes, vous pourrez Super. mettre tout ça en lien sous la description de la vidéo. Bien sûr, et si vous avez bien suivi cette rencontre, je vous encourage à aller faire les quiz. Bon, en Voilà. tout cas, merci beaucoup Frédéric. Merci. À Gilles. très bientôt et ce fut Et à très vite. un réel plaisir. Eh bien, partagez. À très bientôt, Gilles. Merci. Au revoir.